Ça, c'est HAWN News avec les dernières nouvelles ici au Canada et partout dans le monde. La guerre en Ukraine continue et la possibilité des crimes de guerre par la militaire russe. Cela fait maintenant 2 mois depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine et il ne semble pas y avoir de fin en vue au conflit. Malgré les attaques continues des forces russes contre la ville de Kharkiv et la capitale de Kiev, les forces ukrainiennes ont infligé des parties importantes aux troupes qui avançaient. L'énorme convoi militaire russe, qui s'entend sur environ 64 km de long, aurait le 11 mars été disparé et ressemble dans des positions défensives offrant un convoi arboré. En réponse à la résistance populaire à grande échelle des civils ukrainiens, les forces russes ont affiché un large éventail de réponses à la résistance. Alors que certains ont montré de la réticence à engager des manifestants et ont tenté de disperser la foule de manière non létale en tirant en l'air, d'autres ont ouvert le feu directement sur la foule. Dans les territoires occupés, des détentions massives de manifestants ukrainiens ont eu lieu. Les médias ukrainiens rapportent que des simulations d'exécutions, des disparitions forcées, des prises d'otages, des exécutions extrajudiciaires et des violences sexuelles ont été perpétrées par l'armée russe dans le but de maîtriser et d'intimider la résistance. De nombreux crimes de guerre ont été commis par l'armée russe contre des citoyens ukrainiens. Les hôpitaux et les crèches ukrainiennes ont été débridement ciblés, ainsi que les sites culturels. Le 9 mars, les forces russes ont lancé une frappe aérienne contre une maternité et un hôpital pour enfants de Mariupol. Le 16, le théâtre dramatique régional de Donetsk a été attaqué. Les bâtiments étaient utilisés comme abris anti-aériens et abritaient jusqu'à 1200 civils pendant le siège de Mariupol. Les attaques contre les zones résidentielles de Mariupol se poursuivent. BBC News a rapporté le 16 que les attaques constantes ont réduit le quartier à un terrain vague. Beaucoup ont perdu la vie et perdu leur maison. À cause des attaques et du manque de révélant, les autorités locales ont estimé le nombre total de morts au moins 2300 tués pendant le siège. Le 26 mars 2022, les Nations Unies estiment que 1119 civils ont été tués et 1790 blessés. Cependant, les informations sur le nombre de victimes restent floues et les chiffres réels sont estimés considérablement plus élevés. L'ONU estime également que plus de 3,8 millions d'Ukrainiens ont été déplacés à l'extérieur, tandis que 6,5 millions ont été displacés à l'intérieur du pays. Nous continuons de faire face à un contre-coup important pour l'invasion, le boycott des produits et des entreprises russes en poursuivant. En interne, le gouvernement a fait l'objet de nombreux critiques. Un nouveau symbole est apparu en Russie, un drapeau blanc-bleu-blanc. Le drapeau représente la suppression du sang du drapeau russe. Alexei Navalny, chef du parti d'opposition, a qualifié Poutine de sort manifeste fou et a exhorté les citoyens à manifester. De nombreux groupes politiques du pays se sont opposés à la guerre et l'ont condamné, notamment le Parti révolutionnaire des travailleurs, le Parti communiste uni et le Bloc de gauche, entre autres. Il y a 800 universités et collèges en Ukraine et plus de 80 000 étudiants internationaux qui apprennent et vivent dans ces établissements. Mais cette guerre a changé la vie de ces étudiants, comme cet étudiant explique. Les gens se lèvent par les alarmes, mais nous se lèvent par le bombardement. Beaucoup de ces étudiants ont quitté leur pays d'origine pour étudier de devenir les médecins et ingénieurs. Mais depuis cette guerre a commencé, ces étudiants internationaux sont dans une mauvaise position. Dans l'est de l'Ukraine, Sumy State University est approximativement 30 km loin de la frontière russe. Les étudiants sont piégés par la guerre et sont obligés de trouver un arbre contre le bombardement de la militaire russe. La plupart de ces étudiants avaient petite provision de nourriture et l'eau et aucune d'électricité à cause de le bombardement par la Russie. Nous n'avons pas d'eau depuis 2 jours et aussi pas d'électricité à cause de le bombardement. Mais pour les étudiants avec la chance de quitter le pays, ils rencontrent des difficultés aussi. Il y a beaucoup de vidéos sur l'Internet sur la façon
dont les étudiants internationaux ont été traités par les officiels d'Ukraine et du Pologne. Elle a exposé dehors avec le froid qu'il y a ici. On ne nous donne toujours pas où nous abriter au fait. On est exposé avec le froid. Pour les étudiants qui essayaient de prendre un train au Pologne, il y avait beaucoup d'incidents que les officiels qui disaient que ces trains sont réservés pour les Ukrainiens et ils ne peuvent pas prendre le train. Et s'ils veulent le monter, ils doivent payer parce que ce n'est pas gratuit pour les étudiants internationaux. Il y a plusieurs allégations de ségrégation, discrimination et racisme par les officiels ukrainiens. Ils n'ont pas nous laissé rentrer dans les trains. Ils ont dit que ce n'est pas gratuit pour nous parce que nous sommes des étrangers. Pour les étudiants internationaux qui arrivent à la frontière, ils doivent attendre dans les longues files. Certains étudiants nous disent qu'ils attendent plus de 3 jours dans le mois de février dans cette file. Quand les étudiants ont demandé de traverser la frontière, les officiels ont attaqué et menacé de tirer les étudiants. Le président nigérian Muhammadu Buhari a publié une déclaration sur Twitter et il appelle à les officiels ukrainiens et polonais de suivre l'UN Convention. Le tweet dit que le couleur de leur pied et leur passeport ne devraient pas leur refuser l'accès de quitter un pays dans un conflit. En réponse, les pays comme Inde et Nigeria ont envoyé des délégués à l'Ukraine pendant la frontière pour mieux améliorer et aider leurs citoyens pour retourner à leur pays d'origine. At WN News, Hamza Abdi. Le prix d'huile et comment la guerre en Ukraine affecte le prix. Par ailleurs, le prix du pétrole a atteint un nouveau record. Le prix du pétrole a bondi à 139 $ le baril, tandis que les prix des grosses du gaz ont plus que doublé. On pensait que cela de l'interdiction par les États-Unis d'importer du pétrole russe, malgré à quel point cela peut sembler dévastateur. L'importation de pétrole russe ne représente qu'environ 8% de tout pétrole aux États-Unis. La crise pétrolière pose cependant un problème beaucoup plus important à l'Europe, où la Russie fournit 45% des importations de gaz de l'Union européenne. À l'heure actuelle, divers pays n'ont pas encore annoncé l'interdiction de l'importation de pétrole russe. En interdiction complétée d'Internet, un prix énergétique majeur, c'est tous les continents. Cela a intensifié la pression pour découvrir des sources d'énergie alternatives. Les États-Unis devront faire pression à l'Arabie Saoudite pour augmenter la production de pétrole brut cette semaine. D'autres nouvelles de la colline de Parlement, le chef du NDP Jagmeet Singh et le Premier ministre Justin Trudeau, après des discussions informelles sur la formation d'un gouvernement de coalition, ont annoncé qu'ils étaient parvenus à un accord pour former un accord d'approvisionnement et de confiance, ce qui pourrait potentiellement permettre à l'actuel Premier ministre d'être au pouvoir jusqu'en 2025. L'accord permettra au parti NPD de mettre en œuvre ses principaux objectifs politiques de normalisation de l'assurance médicaments ainsi que des programmes dentaires gratuits pour tous les citoyens canadiens, en échange des votes de confiance dans les projets de loi adoptés par le Parti libéral. Le Parti conservateur par intérim, Candice Bergen, aurait déclaré que le gouvernement de coalition NPD libéral n'est rien d'autre qu'une tentative impitoyable de Trudeau de s'accrocher au pouvoir, et que l'accord n'est rien de plus qu'un socialisme de porte dérobée.
tragédie arrive comme une Boeing 737 écrasée dans une montagne à Guangxi, Provence. Les frappe aujourd'hui le cœur de nombreuses familles chinoises après qu'une Boeing 737 transporte 132 passagers s'est écrasé cette semaine sur le flanc d'une montagne dans la province chinoise de Guangxi. Qui était censé être un vol de routine de Kunming à Guangzhou s'est transformé en catastrophe après que l'avion a commencé à plonger soudainement et à s'écraser sur une colline. L'avion se désintégrait en plein vol. L'avion, qui avait été autorisé à voler et ne présentait aucun défaut de construction ou de fonctionnement, était descendu à 46 mètres par seconde lors de son piqué et s'était écrasé à flanc de la montagne à Wuzhou. Il s'agit de la première catastrophe aérienne enregistrée en Chine depuis plus d'une décennie. Les familles des victimes pleurent à la perte de leurs proches alors que l'initiative de sauvetage des survivants se transforme rapidement en une mission de récupération. L'équipage de recherche ont localisé 2 boîtes noires utilisées pour enregistrer les communications du vol afin de mieux comprendre ce qui n'a pas fonctionné pendant le vol. Selon des responsables de l'aviation chinoise, il n'exclut aucune cause potentielle de l'accident, y compris le sabotage intentionnel du vol.